En un instant, nous étions face à face, cet être fragile et moi. Il s'avança sans hésiter et se mit à me rire au nez. L'absence de tout signe de crainte dans sa contenance me frappa tout à coup. Puis il se tourna vers les deux autres qui le suivaient et leur parla dans une langue étrange, harmonieuse et très douce. D'autres encore arrivèrent, et j'eus bientôt autour de moi un groupe d'environ 8 ou 10 de ces êtres exquis. L'un d'eux m'adressa la parole. Il me vint à l'esprit, assez bizarrement, que ma voix était trop rude et trop profonde pour eux. Aussi je hochai la tête, et, lui montrant mes oreilles, je la hochai de nouveau. Il fit un pas en avant, hésita, et puis toucha ma main. Je sentis alors d'autres petits et tendres tentacules sur mon dos et mes épaules. Il voulait se rendre compte si j'étais bien réel. Il n'y avait rien d'alarmant à tout cela. De fait, il y avait dans les manières de ces jolis êtres quelque chose qui inspirait la confiance, une gracieuse gentillesse, une certaine aisance puérile. Et d'ailleurs, il paraissait si frêle que je me figurais pouvoir renverser le groupe entier comme un jeu de quilles. Mais je fis un brusque mouvement pour les prévenir lorsque je vis leurs petites mains roses tâter la machine. Heureusement, et alors qu'il n'était pas trop tard, j'aperçus un danger auquel jusqu'alors je n'avais pas pensé. J'atteignis les barres de la machine, je dévissai les petits leviers qui l'auraient mis en mouvement, et je les ai mis dans ma poche. Puis, je cherchai à nouveau ce qu'il y aurait à faire pour communiquer avec mes hôtes. Alors, examinant de plus près leurs traits, j'aperçus de nouvelles particularités dans leur genre de joliesse de porcelaine de Saxe. Leur chevelure, qui était uniformément bouclée, se terminait brusquement sur les joues et le cou. Il n'y avait pas le moindre indice de système pileux sur la figure, et leurs oreilles étaient singulièrement menues. Leur bouche était petite, avec des lèvres d'un rouge vif, mais plutôt minces, et leur petit menton finissait en pointe. Leurs yeux étaient larges et doux, et, ceci peut sembler égoïste de ma part, je me figurais même alors qu'il leur manquait une partie de l'attrait que je leur avais supposé tout d'abord. Comme ils ne faisaient aucun effort pour communiquer avec moi, mais simplement m'entourer, souriant et conversant entre eux avec des intonations douces et caressantes, j'essayai d'entamer la conversation. Je leur indiquai du doigt la machine, puis moi-même. Ensuite, me demandant un instant comment j'exprimais l'idée de temps, je montrai du doigt le soleil. Aussitôt, un gracieux et joli petit être, vêtu d'une étoffe bigarrée de pourpre et de blanc, suivit mon geste et, à mon grand étonnement, imita le bruit du tonnerre. Un instant, je fus stupéfait, alors que la signification de son geste m'apparut suffisamment claire. Une question s'était posée subitement à moi. Est-ce que ces êtres étaient fous? Vous pouvez difficilement vous figurer comment cette idée me vint. Vous savez que j'ai toujours cru que les gens qui vivront en l'année 802 000 et quelques nous auraient surpassés d'une façon incroyable, en science, en art et en toutes choses. Et voilà que l'un d'eux me posait tout à coup une question qui le plaçait au niveau intellectuel d'un enfant de 5 ans. L'un d'eux me demandait, en fait, si j'étais venu du soleil avec l'orage. Cela gâta l'opinion que je m'étais faite d'eux, d'après leurs vêtements, leurs membres frêles et légers, et leurs traits fragiles. Je fus fortement déçu. Pendant un moment, je crus que j'avais inutilement inventé la machine du temps. J'inclinai la tête, indiquai de nouveau le soleil, et parvins à imiter si parfaitement un coup de tonnerre qu'ils en tressaillirent. Ils reculèrent tous de quelques pas et s'inclinèrent. Alors, l'un d'eux s'avança en riant vers moi, portant une guirlande de fleurs magnifique et entièrement nouvelle pour moi, et il me la passa autour du cou. Son geste fut accueilli par un mélodieux applaudissement, et bientôt, ils se mirent tous à courir de ci, de là, en cueillant des fleurs et en me les jetant avec des rires, jusqu'à ce que je fusse littéralement étouffé sous le flot. Vous, qui n'avez jamais rien vu de semblable, vous ne pouvez guère vous imaginer quelles fleurs délicates et merveilleuses d'innombrables années de culture peuvent créer. Alors, l'un d'eux suggéra que leurs jouets devaient être exhibés dans le plus proche édifice. Ainsi, je fus conduit vers un vaste monument de pierre grise et effritée, de l'autre côté du sphinx de marbre blanc, qui,
tout ce temps, avait semblé m'observer en souriant de mon étonnement. Tandis que je les suivais, le souvenir de mes confiantes prévisions d'une postérité profondément grave et intellectuelle me revint à l'esprit et me divertit fort. L'édifice, de dimension colossale, avait une large entrée. J'étais naturellement tout occupé de la foule croissante des petits êtres et des grands portails ouverts qui béaient devant moi, obscurs et mystérieux. Mon impression générale du monde ambiant était celle d'un gaspillage inextricable d'arbustes et de fleurs admirables, d'un jardin longtemps négligé et cependant sans mauvaises herbes. Je vis un grand nombre d'étranges fleurs blanches, en longs épis, avec des pétales de cire de près de 40 centimètres. Elles croissaient éparses, comme sauvages, parmi les arbustes variés. Mais, comme je l'ai dit, je ne pus les examiner attentivement cette fois-là. La machine fut abandonnée sur la pelouse, parmi les rhododendrons. L'arche de l'entrée était richement sculptée, mais je ne pus naturellement pas observer de très près les sculptures, encore que j'ai cru apercevoir, en passant, divers motifs d'antiques décorations phéniciennes, frappé de les voir si usés et mutilés. Je rencontrai sur le seuil du porche plusieurs êtres plus brillamment vêtus, et nous entrâmes ainsi, moi habillé des ternes habits du XIXe siècle, d'aspect assez grotesque, entouré de cette masse tourbillonnante de robes aux nuances brillantes et douces, et de membres délicats et blancs, dans un bruit confus de rires et d'exclamations joyeuses. Le grand portail menait dans une salle relativement vaste, tendue d'étoffes sombres. Le plafond était dans l'obscurité, et les fenêtres, garnies en partie de vitraux de couleur, laissaient pénétrer une lumière délicate. Le sol était formé de grands blocs d'un métal très blanc et dur. Ni plaques, ni dalles, mais des blocs. Et il était si usé par les pas, pensais-je, d'innombrables générations, que les passages les plus fréquentés étaient profondément creusés. Perpendiculaires à la longueur, il y avait une multitude de tables de pierre polie, hautes peut-être de 40 centimètres, sur lesquelles s'entassaient des fruits. J'en reconnus quelques-uns comme des espèces de framboises et d'oranges hypertrophiées, mais la plupart me paraissaient étranges. Entre les tables, les passages étaient jonchés de coussins sur lesquels s'assirent mes conducteurs en me faisant signe d'en faire autant. En une agréable absence de cérémonie, ils commencèrent à manger des fruits avec leurs mains, en jetant les pelures, les queues et tout leur reste dans des ouvertures rondes pratiquées sur les côtés des tables. Je ne fus pas long à suivre leur exemple, car j'avais faim et soif, et en mangeant, je pus à loisir examiner la salle. La chose qui peut-être me frappa le plus fut son délabrement. Les vitraux, représentant des dessins géométriques, étaient brisés en maint endroits. Les rideaux qui cachaient l'extrémité inférieure de la salle étaient couverts de poussière, et je vis aussi que le coin de la table de marbre sur laquelle je mangeais était cassé. Néanmoins, l'effet général restait extrêmement riche et pittoresque. Il y avait environ 200 de ces êtres dînant dans la salle, et la plupart d'entre eux, qui étaient venus s'asseoir aussi près de moi qu'ils avaient pu, m'observaient avec intérêt, les yeux brillants de plaisir, en mangeant leurs fruits. Tous étaient vêtus de la même étoffe soyeuse, douce, et cependant solide. Les fruits, d'ailleurs, composaient exclusivement leur nourriture. Ces gens d'un si lointain avenir étaient de stricts végétariens, et, tant que je fus avec eux, malgré mes envies de viande, il me fallut aussi être frugivore. À vrai dire, je m'aperçus peu après que les chevaux, le bétail, les moutons, les chiens avaient rejoint l'ichthyosaure parmi les espèces disparues. Mais les fruits étaient délicieux. L'un d'eux, en particulier, qui parut être de saison tant que je fus là, à la chair farineuse dans une cosse triangulaire, était remarquablement bon, et j'en fis mon mets favori. Je fus d'abord assez embarrassé par ces fruits et ces fleurs étranges, mais plus tard, je commençai à apprécier leur valeur. En voilà assez sur ce dîner frugal. Aussitôt que je fus un peu restauré, je me décidai à tenter résolument d'apprendre tout ce que je pouvais du langage de mes nouveaux compagnons. C'était évidemment la première chose à faire. Les fruits même du repas me semblèrent convenir parfaitement pour une entrée en matière, et j'en pris un que j'élevai,
en essayant une série de sons et de gestes interrogatifs. J'éprouvais une difficulté considérable à faire comprendre mon intention. Tout d'abord, mes efforts ne rencontrèrent que des regards d'ébahissement ou des rires inextinguibles. Mais tout à coup, une petite créature sembla saisir l'objet de ma mimique et répéta un nom. Ils durent babiller et s'expliquer fort longuement la chose entre eux, et mes premières tentatives d'imiter les sons exquis de leur doux langage parurent les amuser énormément, d'une façon dénuée de toute affectation, encore qu'elle ne fût guère civile. Cependant, je me faisais l'effet d'un maître d'école au milieu de jeunes enfants, et je persistais si bien que je me trouvai bientôt en possession d'une vingtaine de mots au moins. Puis j'en arrivai aux pronoms démonstratifs, et même au verbe manger. Mais ce fut long. Les petits êtres furent bientôt fatigués et éprouvèrent le besoin de fuir mes interrogations, de sorte que je résolus, par nécessité, de prendre mes leçons par petites doses quand cela leur conviendrait. Je m'aperçus vite que ce serait par très petites doses, car je n'ai jamais vu de gens plus indolents et plus facilement fatigués.